Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, la mission est claire, mais elle a vraiment de quoi bouleverser pas mal de certitudes. Oui, je crois qu'on va carrément secouer un mythe aujourd'hui. Exactement. L'objectif, c'est de déconstruire l'une des idées les plus répandues et, honnêtement, l'une des plus trompeuses sur le cerveau humain. C'est cette fameuse idée omniprésente selon laquelle notre cerveau fonctionnerait un peu comme un ordinateur. C'est une image qu'on entend partout en fait. Partout, oui. Et pour accomplir ça, notre dossier s'appuie sur un véritable pilier scientifique. On a des extraits d'un ouvrage fondamental publié en 1994 qui s'intitule Selectionism and the Brain. C'est édité par Olaf Sporns et Giulio Tononi. Un texte majeur, oui. Et toute l'attention va se porter particulièrement sur le chapitre d'Olaf Sporns qui met vraiment face à face les idées instructionnistes et sélectionnistes en neurosciences. Mais bon, pour planter le décor et comprendre pourquoi ce texte est révolutionnaire, il faut s'imaginer une chose toute simple. Laquelle? Le monde dans lequel on évolue, c'est un endroit sans étiquette, ce que l'auteur appelle un unlabeled place. Il n'y a pas de manuel d'instruction fourni à la naissance, en fait. Non, on arrive un peu démunis. Et voilà. Un arbre dans une forêt ne vient pas avec un petit code barre flottant dans les airs qui indique le mot arbre. Un danger, ça clignote pas en rouge avec une sirène. Donc la vraie question, c'est comment cet organe spongieux d'1,5 kg qui est enfermé dans le noir absolu de notre boîte crânienne parvient-il à donner un sens à cet immense chaos? C'est vraiment la question fondamentale de la neurobiologie. Et pour y répondre, les sources qu'on examine aujourd'hui exigent un changement de paradigme complètement radical. L'idée centrale, c'est que le cerveau, c'est pas une machine. Pas de disque dur? Non, pas du tout. Il n'y a pas un matériel fixe, un genre de hardware sur lequel viendrait s'installer un logiciel ou un software au fil de nos apprentissages. Ouais, c'est l'erreur classique, ça. Tout à fait. Il faut plutôt concevoir le cerveau comme un écosystème darwinien. C'est à la fois impitoyable, foisonnant et incroyablement dynamique. C'est littéralement un milieu naturel, un peu comme une jungle où des populations entières de cellules entrent en compétition. Elles s'adaptent et survivent en fonction de l'expérience qui est vécue par l'organisme. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce que l'histoire des sciences, elle est pleine de métaphores étranges pour essayer d'expliquer le cerveau. Et c'est souvent très lié à la technologie qui est à la mode à une époque, tu sais. Ah oui, l'humain adore se comparer à ses propres inventions. C'est fascinant de lire, par exemple, que René Descartes, au XVIIe siècle, comparait le système nerveux humain à un réseau de tuyaux d'eau. En fait, il se promenait dans les jardins royaux, il regardait les automates hydrauliques et il se disait que le cerveau devait fonctionner exactement pareil. Avec des fluides qui poussent des valves, le tout. C'est ça. Et aujourd'hui, on a juste remplacé les tuyaux d'eau par des câbles et des disques durs et des microprocesseurs. C'est ce qu'on appelle le fonctionnalisme. C'est la fameuse métaphore de l'ordinateur. Mais pourquoi cette métaphore moderne pose autant de problèmes au juste? Parce qu'elle est tout simplement incohérente d'un point de vue biologique. L'approche fonctionnaliste, donc celle de l'ordinateur, suppose qu'une information est traitée selon des règles hyper fixes. Ouais, un code très rigide. Exactement. Pour qu'un ordinateur fonctionne, il faut un câblage précis, millimétré, point par point, comme sur un circuit imprimé. C'est vrai que si on coupe le mauvais fil dans un PC, tout le système plante. Voilà, l'écran bleu direct. Or, quand on observe de vrais cerveaux sous un microscope, on est immédiatement frappé par une incroyable variabilité structurelle. Il n'y a aucun cerveau qui est identique à un autre, même chez des clones ou des vrais jumeaux. C'est fou ça. Oui, la taille des aires corticales, la distribution exacte des neurotransmetteurs ou même la forme microscopique des branches des neurones, tout cela varie de façon absolument spectaculaire. Et c'est justement là qu'il y a une anecdote qui m'a vraiment marqué en parcourant nos sources. Ça concerne le scientifique Karl Lashley. Ça remonte à 1947. Ah oui, ses travaux sur la variabilité. Voilà, Lashley étudiait cette variabilité extrême. Et il a écrit que les individus naissent avec des cerveaux qui diffèrent énormément dans leur structure, dans absolument tous les aspects mesurables. C'est pas juste des petits détails. Non, c'est massif. Et si le cerveau était un ordinateur, de chez Apple ou Microsoft, cette variabilité serait considérée comme un défaut de fabrication catastrophique. Du bruit qui détruit la machine, quoi. Un bug total. Mais Lashley, lui, il pressentait que cette variabilité n'était pas un défaut. C'est pas un bug du système, c'est le moteur même du système. Et c'est ce qui nous amène au cœur du débat soulevé par Sporns, l'affrontement entre l'instructionnisme et le sélectionnisme. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point ces deux approches décrivent deux univers totalement différents quant à la façon dont on acquiert de l'information. D'un côté, il y a l'instructionnisme. La théorie classique. Oui, très rassurante, mais aujourd'hui largement invalidée pour le système nerveux. Elle affirme que l'information est transférée telle qu'elle, comme une copie de l'environnement vers un système récepteur. C'est le vieux mythe philosophique de la tabula rasa.
l'ardoise vierge. L'environnement agirait un peu comme un professeur qui écrit au tableau blanc et le cerveau se contenterait de recopier la leçon sagement. C'est exactement l'idée. Attends, si je comprends bien, ça voudrait dire que l'extérieur dicte littéralement sa forme à l'intérieur? Mais le texte s'oppose farouchement à ça pour défendre le sélectionnisme? Totalement. Et le sélectionnisme ne demande aucun transfert d'informations directes. Les sources indiquent que ça repose sur 3 principes qui sont très stricts. Lesquels, tu dirais, pour résumer? Alors, premièrement, il faut une variation préexistante, donc une énorme diversité d'éléments de base qui sont déjà présents. Oui, la matière première. Deuxièmement, il y a une rencontre avec l'environnement qui sert de test ou d'évaluation. Et troisièmement, une amplification différentielle. C'est-à-dire? Les éléments qui sont les plus utiles face à cet environnement sont renforcés. Et en lisant ça, la première image qui vient en tête, c'est bien sûr la théorie de l'évolution de Darwin appliquée aux espèces. La sélection naturelle de base. C'est ça. La nature génère de la diversité au hasard, le climat et les prédateurs testent cette diversité et seuls les organismes les plus aptes survivent. La comparaison avec Darwin est excellente. Mais la biologie offre un autre exemple encore plus proche de nous. Un exemple historique qui clarifie vraiment tout ça. C'est le fonctionnement du système immunitaire. Ah oui, la fameuse théorie de Burnett. Oui, la théorie de la sélection clonale proposée par Frank Macfarlane Burnett en 1959. Pendant très longtemps, les biologistes croyaient que lorsqu'un nouveau virus entrait dans le corps, ce virus servait de moule. Un moule physique. Exactement. Ils pensaient que le corps utilisait la forme du virus pour fabriquer un anticorps sur mesure, exactement comme on presse une clé dans de l'argile pour en faire une copie. C'était de l'instructionnisme pur. Mais c'est pas du tout comme ça que ça marche en réalité. Non, pas du tout. Le corps humain est en fait une usine folle qui fabrique en permanence des millions d'anticorps aux formes totalement aléatoires. Et ça, bien avant de rencontrer le moindre virus. Donc on a déjà tout en stock. Le corps possède une immense bibliothèque d'anticorps préexistants, oui. Et quand un virus inconnu pénètre dans l'organisme, il circule au milieu de cette diversité immense, et par pur hasard, il va finir par rencontrer un anticorps dont la forme s'emboîte à peu près avec la sienne. Et paf, le match se fait. À ce moment précis, cet anticorps spécifique est sélectionné par la rencontre, et le corps se met à le cloner par millions pour combattre l'infection. Il n'y a eu aucune instruction, juste une sélection d'une forme qui existait déjà. Eh bien, l'article de Sporns explique que le cerveau fonctionne exactement selon ce même principe avec nos pensées, nos apprentissages et nos mouvements. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que transposer le système immunitaire à notre matière grise, c'est l'essence même de ce que l'on appelle la TGNGS, la théorie de la sélection des groupes neuronaux. Un nom un peu technique mais passionnant. Oui, c'est un modèle monumental proposé par le neurobiologiste Gerald Edelman en 1978. Ce qui est frappant dans les textes, c'est que cette théorie rejette l'idée classique de considérer un neurone tout seul comme l'unité de base du cerveau. Le neurone isolé, ça ne veut rien dire pour lui. À la place, la théorie se concentre sur des groupes neuronaux. Il faut imaginer des petites équipes, des amas de centaines ou de milliers de neurones qui sont fortement interconnectés et qui ont tendance à s'activer ensemble. Et le développement de ces groupes se fait en 3 grandes étapes. Tout à fait. Et ces 3 étapes, détaillées par Edelman, sont la clé pour comprendre la plasticité humaine. La première étape, c'est la sélection développementale. Ça arrive très tôt, ça, non? Oui, ça se passe de manière très précoce pendant le développement du fœtus et juste après la naissance. Les forces de la génétique poussent les neurones à s'étendre, à lancer des câbles dans toutes les directions et à former un réseau de base. Un peu au hasard. C'est la subtilité cruciale. Ce maillage est aléatoire et hautement variable d'un individu à l'autre. C'est la création du fameux répertoire primaire. C'est l'équivalent de la bibliothèque géante d'anticorps dont on parlait plus tôt. Donc l'ADN ne donne pas un plan d'architecture ultra précis. Non, il donne juste l'ordre de créer un réseau touffu et très diversifié. Et une fois que cette espèce de forêt vierge neuronale est en place, on passe à la deuxième étape, la sélection expérientielle. Là, c'est la confrontation avec le monde réel. Le grand bain. L'individu ouvre les yeux, il entend des sons, il touche des objets. Et en fonction de ces expériences, certaines connexions entre les neurones vont se renforcer considérablement, tandis que d'autres vont carrément s'affaiblir. Et ce qui m'a paru essentiel dans la lecture de Sporns et Tononi, c'est qu'on ne crée pas de nouveaux câbles physiques à ce stade. On recycle ce qui est là. On modifie simplement l'efficacité, la force des synapses qui existent déjà. Mais une question se pose. Comment le cerveau sait-il quelle connexion renforcer ? C'est là que le texte introduit la notion de système de valeurs. Et j'avoue qu'il faut un peu de concentration pour bien saisir le concept. C'est vrai que c'est dense.
Les systèmes de valeurs sont en effet la clé de voûte de cet apprentissage. Pour vulgariser, il faut observer les systèmes aminergiques et cholinergiques du tronc cérébral. Oula, c'est des grands mots, ça. Oui, mais en gros, ces systèmes libèrent de grands nuages de neurotransmetteurs comme la dopamine ou l'acétylcholine. Ah, la dopamine, on connaît. Il faut voir ces substances comme des surligneurs chimiques. Ils ne disent pas au cerveau quoi penser ou quelle est la forme exacte d'une pomme, mais ils agissent comme une prime de survie. Une récompense. Voilà. Quand une action mène à une récompense, comme trouver de la nourriture ou permet d'éviter un danger, ces systèmes de valeurs inondent le cerveau d'un signal chimique qui dit ce qui vient de se passer est crucial pour la survie, renforcer les synapses qui étaient actives à ce moment précis. C'est un signal global qui module les milliers de petits changements locaux dans le cortex. Donc le hasard propose un comportement, l'environnement le teste, et le système de valeurs valide la sélection. C'est limpide. Et c'est redoutablement efficace. Mais tout ça nous mène à la troisième étape du modèle d'Edelman, qui est de loin la plus complexe et la plus spectaculaire. La cartographie réentrante, ou le reentrant mapping en anglais. Le texte la décrit comme un échange réciproque et continu de signaux à travers d'immenses faisceaux de fibres nerveuses qui relient différentes zones du cerveau. C'est sans doute le concept le plus important pour comprendre l'émergence de la conscience, en fait. La réentrée, c'est le mécanisme qui résout un vieux mystère scientifique connu sous le nom de problème de liaison ou le binding problem. Comment on peut visualiser ça simplement? Pour bien le comprendre, prenons un exemple très concret. Quand on regarde un bus rouge rouler dans la rue, le cerveau ne traite pas cette image dans une seule zone. Une région spécifique à l'arrière du crâne traite la couleur rouge. Ok. Le processeur central dans le cerveau, c'est ça, elle. Il n'y a pas un petit chef d'orchestre dans notre tête qui rassemble les rapports des différentes zones sur un bureau. Exactement. Il n'y a pas de centre unique. Alors comment font les musiciens pour jouer ensemble s'il n'y a pas de chef d'orchestre? Ils s'écoutent les uns les autres, tout simplement. C'est ça la réentrée. Les différentes aires du cerveau sont connectées par d'innombrables fibres bidirectionnelles. La zone de la couleur et la zone du mouvement s'envoient continuellement des signaux de va-et-vient en temps réel. Ça dialogue en permanence. Cette boucle d'échange permet aux groupes neuronaux de ces différentes zones de synchroniser leur activité spontanément. C'est cette synchronisation parfaite qui crée l'illusion d'une perception unifiée. Et cette dynamique, elle bouleverse totalement l'idée qu'on se fait de la mémoire. Avec ce modèle sélectionniste, la mémoire ne peut absolument plus être comparée à un disque dur d'ordinateur ou à un tiroir plein de dossiers. Ah non, fini l'image du classeur. Bon, on ne va pas chercher un souvenir intact qui aurait été stocké quelque part dans une case. Selon Edelman et Sporns, la mémoire est un processus de recatégorisation active. C'est un terme très juste. Ce souvenir s'est en réalité réactivé et stabilisé un chemin synaptique qui a été utile dans le passé. Mais cette réactivation, elle est toujours altérée par le contexte présent. La mémoire n'est pas une archive, c'est une recréation perpétuelle. Un peu comme un musicien de jazz qui improvise le même morceau un peu différemment chaque soir en fonction de l'ambiance de la salle. C'est une très belle analogie. Et si l'on relie cela à la vue d'ensemble, ces théories ne reposent pas seulement sur des concepts élégants. Les preuves empiriques accumulées en faveur de ce darwinisme neuronal sont monumentales. Elles sont même très visuelles en laboratoire. Oui. L'idée que le cerveau sélectionne plutôt qu'il ne se remplit de données trouve une de ses meilleures illustrations dans le phénomène de l'élagage synaptique. Il y a d'ailleurs un chiffre dans nos sources qui donne littéralement le vertige. Ce sont les travaux des chercheurs Bourgeois et Rakic sur le développement du singe macaque. Ils ont compté les synapses, tu sais, ces points de connexion entre les neurones. Un travail de fourmi. Et ils ont découvert qu'entre l'âge de 2 ans et demi et 5 ans, un macaque perd environ 5000 synapses par seconde. C'est énorme. Et ce, uniquement dans son cortex visuel. C'est une destruction massive. 5000 connexions effacées chaque seconde. Et le plus contre-intuitif, c'est que c'est pas du tout une perte de capacité intellectuelle. Au contraire, c'est le tri sélectif en pleine action. Le grand ménage de printemps. Le cerveau enlève la mauvaise herbe pour laisser la lumière atteindre les chemins les plus efficaces en fonction de ce que le jeune singe expérimente. C'est une sculpture qui se fait par la soustraction en fait. Michel-Ange disait que la statue était déjà dans le bloc de marbre et qu'il suffisait d'enlever le superflu. Le cerveau fait exactement pareil. J'adore cette image. Et pour décider quel morceau de marbre enlever ou quelle connexion éliminer, le cerveau s'appuie sur une règle biologique célèbre qui a été formalisée par Lowell et Singer. En anglais, on dit « neurons wire together if they fire together ». Les neurones qui s'activent ensemble se lient ensemble. Exactement. Les neurones qui s'activent de façon synchronisée se lient de façon permanente. La corrélation temporelle devient le critère de survie d'une synapse. Si deux neurones participent souvent au même comportement réussi, leur lien est solidifié.
Si un neurone s'active à contretemps ou ne sert à rien, sa connexion est purement et simplement supprimée par l'élagage. On retrouve cette même logique sélective et exploratoire bien au-delà de la biologie microscopique. Ça va jusque dans les mouvements observables d'un être humain. Ah oui, les études sur les bébés. La chercheuse Esther Phelan l'a magnifiquement démontré avec le développement moteur. Quand on observe un bébé, il est évident qu'il ne naît pas avec des mouvements pré-câblés pour attraper un hocher ou pour marcher. Au début, ce n'est que du chaos. Il bouge dans tous les sens. Le bébé agite les bras et les jambes de manière totalement désordonnée. Il génère une variation de mouvement impressionnante. Et soudain, au milieu de ces spasmes aléatoires, un mouvement fortuit permet à la main de toucher le jouet brillant. Et là, le système de valeurs s'allume. Boum! À cet instant, les systèmes de valeurs envoient leurs récompenses et le cerveau sélectionne l'assemblage neuronal qui a produit ce mouvement précis. Les synergies motrices inutiles sont peu à peu abandonnées. Le bébé n'est pas un robot qu'on programme, c'est un explorateur darwinien. Et le plus fou, c'est que cette exploration darwinienne, cette plasticité folle, elle ne s'arrête pas du tout à la petite enfance. Les cartes de notre cortex restent dynamiques tout au long de la vie adulte. Les expériences du chercheur Michael Merzenich sur des singes amputés d'un doigt sont devenues des classiques pour prouver ça. Comment ça se passe dans le cerveau quand on perd un doigt? Eh bien, si un doigt est amputé, la petite zone du cortex cérébral qui recevait les signaux tactiles de ce doigt spécifique ne devient pas un terrain vague silencieux. Très rapidement, les signaux provenant des doigts adjacents viennent coloniser cette zone orpheline. L'espace cortical, c'est une ressource précieuse. C'est un territoire limité où les groupes de neurones se battent pour exister. Une vraie guerre de territoire. Si une source d'information disparaît, les autres prennent la place immédiatement. Le neurologue V.S. Ramachandran a d'ailleurs observé des résultats similaires chez les humains. Et c'est ce qui explique le fameux mystère des membres fantômes. Il a remarqué que certains patients amputés d'un bras ressentaient physiquement leur bras manquant quand le médecin leur touchait simplement la joue avec un coton. Ça paraît fou au premier abord. Au début, ça semble relever de la magie, c'est clair. Mais l'explication, elle est purement topographique. Sur la carte du cortex sensoriel, la zone qui gère les sensations du visage est située juste à côté de celle qui gère les sensations de la main. Elles sont voisines. Quand le bras a été amputé, sa zone corticale s'est retrouvée sans emploi. Les connexions nerveuses du visage ont alors littéralement rampé et envahi le territoire adjacent. Résultat, une stimulation du visage déclenche une perception du bras disparu. C'est incroyable le niveau de réorganisation. Et ce qui est stupéfiant, c'est la vitesse à laquelle ce recablage dramatique peut se produire. Ramachandran a noté ça parfois en seulement 4 petites semaines après l'amputation. C'est vraiment une biologie en mouvement perpétuel. C'est clair. Ces observations cliniques fournissent la preuve irréfutable que l'organisation topographique du cerveau, c'est pas un plan gravé dans le marbre par l'ADN. Elle est maintenue, elle est défendue et remodelée seconde après seconde par la compétition féroce entre les différents groupes neuronaux en fonction de ce qui provient de notre environnement. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au quotidien? Il est temps de traduire toute cette neurobiologie assez dense en une leçon vitale pour quiconque s'intéresse à l'apprentissage ou au fonctionnement de son propre esprit parmi l'auditoire. La conclusion inévitable de ces textes, c'est que le cerveau n'est pas une clé USB qu'on remplit de fichiers Excel. C'est un jardin qu'il faut cultiver. J'aime beaucoup cette comparaison. Chaque interaction, chaque livre lu, chaque langue apprise, mais aussi chaque son entendu ou chaque mouvement effectué vient sculpter physiquement la topographie de l'esprit. Chaque individu est l'architecte, souvent involontaire, de ses propres réseaux façonnés par ses expériences quotidiennes. Et la clé de voûte qui permet de maintenir l'harmonie dans tout ce chaos biologique, c'est ce chef d'orchestre sans baguette dont on a parlé, la fameuse réentrée. Exactement. Et pour bien clore sur l'importance de cette réentrée, les textes décrivent 2 modes d'action majeurs de ce phénomène dans le cerveau. Le premier est le mode constructif. C'est un concept fascinant qui démontre que l'architecture du cerveau est un tout interdépendant. C'est-à-dire que si on touche un endroit, ça affecte le reste. Oui, des expériences ont prouvé que modifier l'activité du nerf cérébral, par exemple en la refroidissant temporairement pour la mettre en pause, ça ne se limite pas à éteindre cette aire. Cela modifie de façon constructive et mesurable les réponses des neurones situés de l'autre côté du cerveau, dans l'autre hémisphère. Les propriétés fonctionnelles d'un neurone dépendent l'une de l'autre à travers ces gigantesques boucles de réentrée. Et le deuxième mode identifié dans les sources, c'est le mode corrélatif. Le mode corrélatif est époustouflant par sa vitesse d'exécution. Il décrit la manière dont des groupes de neurones lointains parviennent à se synchroniser pendant des instants extrêmement brefs, souvent entre 100 et 500 millisecondes. C'est fulgurant. C'est une étincelle le temps d'un clin d'œil.
juste assez long pour faire émerger une pensée complexe, lier la forme et la couleur d'un objet, ou prendre une décision rapide. Une fois cette perception achevée, la synchronisation se dissout instantanément pour permettre à l'orchestre de jouer la note suivante. C'est un processus d'une fluidité extrême, une danse perpétuelle de coalitions neuronales éphémères qui constitue ce qu'on appelle notre flux de conscience. C'est magnifique de voir ça comme une danse. Cela soulève d'ailleurs une question importante en guise de conclusion, une réflexion sociétale qui émerge naturellement de ces découvertes biologiques. Si le cerveau humain est réellement cet écosystème ultra-sensible, façonné en permanence par la compétition, la sélection et l'évaluation constante de l'environnement physique, qu'est-ce qui se passe à notre époque moderne, à l'ère du numérique? Oh, c'est une très bonne question. Si chaque environnement modifie de force la topographie des neurones, est-ce qu'on ne peut pas considérer que les algorithmes, les fils d'actualité infinis et les notifications de nos téléphones agissent comme un nouvel environnement artificiel conçu pour être ultra-agressif? Ah oui, un environnement qui pirate nos réactions. Un environnement d'ingénierie créé spécifiquement pour pirater nos systèmes de valeurs aminergiques, justement. Ces fameuses décharges de dopamine dont on a parlé. On peut légitimement se demander si ce monde numérique n'est pas en train de sélectionner de manière invisible et d'amplifier les groupes neuronaux liés à la réactivité immédiate et à l'alerte, au détriment des réseaux plus lents, dédiés à la concentration profonde et à la réflexion à long terme. C'est une pression de sélection darwinienne totalement inédite dans l'histoire de l'humanité, ça. Absolument. C'est une perspective qui donne vraiment de quoi réfléchir pendant des heures. Imaginez que les écrans avec lesquels on interagit tous les jours jouent le rôle d'un filtre de sélection féroce dans le vaste jardin de notre propre cortex. C'est sur cette réflexion assez vertigineuse que s'achève l'analyse d'aujourd'hui. Un immense merci à quiconque a suivi ce dossier jusqu'au bout avec une telle curiosité. Et la pensée finale à garder à l'esprit, c'est que le simple fait d'avoir écouté cette émission et d'avoir traité ces concepts vient tout juste de façon purement darwinienne et par le biais des boucles réentrantes, de modifier physiquement la connectivité de nos cerveaux. C'est ça le vrai pouvoir de la plasticité. À très bientôt pour une nouvelle exploration dans les profondeurs de la science.